Bienvenue dans Exocet, un Exocet qui s'ouvre sur un nouveau fond sonore parce que ce soir, ça va saigner. Ouais, Ce soir, ça va être du gore. Thomas et moi-même allons vous raconter quelques histoires particulièrement sanglantes. Vendredi 13 oblige. Mika aux machines va assurer la recette. Vous le savez, dans cette émission, on vous parle souvent de fantômes, on vous parle de démons et d'autres entités hostiles, mais le mal, le vrai mal, a toujours forme humaine, quoi qu'il arrive. Et les véritables monstres, ils existent. Ce sont les serial killers. Donc Vendredi 13 oblige. On va faire un hommage à Jason, le personnage emblématique de la saga Vendredi 13, le tueur au masque de hockey. On va parler de 4 tueurs en série, particulièrement ignobles. Et Thomas va ouvrir le bal avec John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, exactement, qui a pour pseudo le clown. Vous allez voir que c'est un personnage fortement sympathique. Alors, bon, moi déjà, la première chose que j'ai remarqué en analysant un petit peu son parcours, etc., c'est qu'il me rappelle étrangement quand même le personnage du film, d'ailleurs, de ça. Hein. Je trouve qu'il a pas mal de points communs dans le côté pervers, etc. Le film Ça, lui-même, adapté du livre de Stephen King. Stephen King, bien sûr. Je trouve que dans l'approche, il est un peu pareil. Et en fait, j'ai toujours eu ce rapport un peu particulier avec les clowns, justement parce que j'avais une espèce d'appréhension vis-à-vis de ces personnages, et ça m'a fait assez bizarre de voir qu'un vrai tueur en série justement avait usé de ce costume. Mais je crois qu'on partage tous plus ou moins cette peur des clowns. Je pense, mais j'ai jamais réussi à déterminer si c'est dû à des films qui ont exploité ce filon-là. Est-ce que les gens, avant qu'il y ait le livre de Stephen King, avaient peur des clowns? Est-ce qu'avant Chucky, on avait peur des poupées? Ça vient beaucoup de ça quand même. Moi je pense qu'on a beaucoup peur des clowns à cause de ça, quoi. Ouais, je pense aussi, ouais. Enfin, bon. C'est très possible. En tout cas, John Wayne Gacy, donc surnommé le clown, est né le 17 mars 1942 dans l'Illinois, à Chicago plus précisément, donc aux États-Unis, et il est mort le 10 mai 1994. Dans l'Illinois aussi, dans une plus petite ville qui s'appelle Joliet. Alors en fait, il faut savoir que c'est l'un des tueurs en série américains les plus connus en fait, bizarrement, donc on n'en avait pas encore parlé, mais c'est un des gros poids lourds du tueur en série. Du meurtre en série. Du meurtre en série, voilà, ouais. Et donc en fait, si on le surnommait le clown, c'est parce qu'il se déguisait en clown pour amuser les enfants dans les hôpitaux, car il faut savoir que John Wayne Gacy avait une vie publique et une vie cachée. Alors, sa vie publique était une vie d'homme vraiment tout à fait normale, même plutôt active vis-à-vis de la communauté, donc il s'engageait sur des tas de débats politiques, sur la vie du quartier, il était bénévole dans des tonnes d'associations, il faisait clown pour amuser les enfants dans les hôpitaux, etc. Ça c'était sa vie publique, et puis il avait une face sombre qui se révélait souvent la nuit, où là il était beaucoup moins sympathique. Alors en fait, tout commence en 78, quand la police commence à venir chez lui, en fait, assez rapidement, en fait, suite à d'étranges disparitions de jeunes hommes qui ont travaillé pour lui. Alors c'est ça aussi, une de ses grosses failles, c'est que la plupart de ses victimes, il les a fait parmi ses employés mâles, puisqu'il avait des rapports homosexuels avec eux, et que forcément, au bout d'un moment, quand on travaille dans une entreprise, que ça fait le 10e qui disparaît de la même boîte, ça finit par éveiller les soupçons. C'est le turnover. Voilà, ouais, exactement, ouais. Non, il est licencié. Alors en fait, la police a commencé à enquêter un petit peu sur lui, à surveiller ses allées et venues, etc., à l'interroger, et très rapidement, ils ont pris la décision de fouiller en fait chez lui, d'essayer comme on fait d'habitude, d'aller voir dans le jardin s'il y a des cadavres enterrés, etc. Et là, la surprise a été plus que surprenante d'ailleurs, puisqu'ils ont trouvé pas moins de 27 cadavres en tout, enterrés. Ah ouais, 27 enterré donc dans sa fosse septique, et ils ont trouvé à côté de sa maison, dans la rivière qui passait à côté, 6 autres corps qu'ils ont repêchés, donc qui lui attribuent, même si lui dit que c'est pas lui. Bon, voilà, il y a quand même peu de chances que ce soit quelqu'un d'autre, voilà. Alors en fait, s'ils ont commencé à chercher dans la fosse septique aussi, c'est parce que donc la police, comme je l'ai dit, était déjà un petit peu sur lui du fait que c'était ses employés, et puis que les voisins ont commencé à téléphoner à la police du secteur, leur disant qu'il y avait des odeurs étranges qui venaient du sous-sol, etc. Alors lui apparemment a essayé un petit peu de masquer tout ça en versant de la chaux sur les cadavres pour essayer de les faire disparaître plus vite, et puis il annonçait depuis
quelques mois comme ça dans le voisinage qu'il avait des problèmes de canalisation, etc., que ses tuyaux étaient bouchés, qu'il avait des remontées d'odeur désagréables dans sa maison, enfin tout ça pour justifier un petit peu, à mon avis, l'odeur un petit peu infecte qui devait se dégager de sa charmante petite villa. Et donc voilà, donc la police a découvert les 27 crimes. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'il a tué ces jeunes hommes? Tout simplement parce que il avait des envies homosexuelles envers eux, envers d'ailleurs la plupart des hommes, et qu'il n'arrivait pas, apparemment, d'après les psychiatres, à l'assumer en public, puisque, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était quelqu'un qui essayait de se placer dans la communauté, d'être un espèce d'homme respectable, comme ça, un petit peu égérie de son quartier, et donc qui savait très bien qu'il ne pourrait pas assumer réellement ça en public, surtout à l'époque, je vous rappelle, c'est en 1942, c'est quand même pas... Ah oui, oui. Voilà, c'est quand même pas une période où c'était le plus facile d'être homosexuel vis-à-vis de la société. Donc en fait, il a essayé un petit peu de camoufler cet aspect-là. Bon, il n'empêche que derrière ça, on pouvait être homosexuel caché sans non plus trucider les hommes qu'on fréquentait. Donc il avait quand même un petit côté pervers. Il avait un petit côté nécrophile aussi, puisque apparemment quelques-uns de ses victimes ont été violés post-mortem. Voilà. Donc voilà, des choses assez violentes, hein. Donc ces méthodes étaient assez classiques. Il les amenait chez lui, prétextant soit du travail à faire, soit une mission à confier, soit directement il arrivait à les draguer pour quelques-uns. Et puis une fois chez lui, il les attaquait sauvagement, il les menottait au radiateur, et là il les violait de façon extrêmement violente, apparemment, à en juger par ces témoignages et par ce qu'ils ont retrouvé comme traces sur les cadavres. Et donc à la fin, John Wayne Gacy donc, a été arrêté. Il a été forcément condamné à la peine capitale aux États-Unis, vu le nombre de victimes. Il a essayé de plaider la folie. Apparemment, ça n'a pas du tout été accepté. Et donc le 10 mai 1994, il est mort par injection létale. Et alors, il reste des traces particulièrement troublantes de John Wayne Gacy, puisqu'il y a des photos où on le voit habillé en clown, maquillé en clown, et il y a surtout des tableaux. Parce qu'il a beaucoup peint dans sa cellule. Il a fait. Alors justement, tu parles de la cellule. Alors il y a plusieurs choses qui sont un petit peu, qui sont intéressantes avec ce personnage. Il faut savoir donc qu'il est dans le Guinness Book des records. T'es troublé toi-même, c'est normal, oui. Histoire de clown nécrophile. Mais ouais, non, mais je m'y fais pas en fait. Ah oui. Pour avoir reçu la plus lourde sentence pour un tueur en série, à savoir 21 condamnations à perpétuité et 12 condamnations à mort. Donc on était sûr qu'il s'en sort pas. Donc il est dans le Guinness Book des records pour ça. D'accord. Il a inspiré pas mal d'artistes, puisqu'il y a une chanson carrément qui lui a été dédiée, une chanson écrite par Sufjan Stevens. Je sais pas si tu connais Sufjan Stevens. Si, puisque c'est ce qu'on va écouter. C'est ce qu'on va écouter tout à l'heure. Il est fort, Patrick. J'étais sûr que ça allait tomber là-dessus, donc avec Common Field de Illinois. Et puis, il faut savoir que donc sa cellule a été utilisée dans la série à succès qui se passe en ce moment sur M6, Prison Break. Donc la cellule de John Wayne Gacy, on a tourné plusieurs scènes de Prison Break dans sa cellule. D'accord. Donc voilà, un petit peu un personnage qui a attiré comme ça les divers artistes, etc., qui a entre guillemets influencé. Et certains de ces tableaux sont en vente aujourd'hui, en vente aux enchères, parce qu'il y a comme une sorte de trafic malsain d'objets ayant appartenu à des tueurs en série, donc notamment des œuvres d'art entre guillemets, et il y a des tableaux, des autoportraits de John Wayne Gacy qui s'est représenté en clown, qui sont en vente aux enchères et qui s'arrachent souvent à prix d'or. Donc voilà, c'est une dimension assez malsaine de cette histoire. C'est le marché, c'est un marché un petit peu malsain effectivement. Continuer dans cet Exocet spécial vendredi 13, consacré donc au serial killer, et je vais vous parler de... Quoi ? Aux serial killers. Je vais vous parler d'un personnage particulièrement sordide, même si il n'est pas officiellement classé comme tueur en série, parce que les standards du FBI définissent un serial killer à partir de 3 meurtres ou plus. Et notre homme, Gary Michael Ednick, qui est donc né en 1943, n'a tué que 2 personnes. Ah, petit joueur. Oui, mais vous allez voir... Parce qu'on l'a arrêté avant. Vous allez voir qu'il s'est largement rattrapé sur la cruauté de ses actes. Alors, toute cette histoire démarre en novembre 1986. Gary Ednick est un ancien soldat qui s'est fait une petite fortune en bourse. Voilà, il jouait en bourse, cet homme-là. Donc il a gagné beaucoup d'argent, et à partir de là, il a commencé à faire des dépenses, notamment en voitures de luxe, et il se baladait dans son quartier avec des grosses voitures, des Cadillacs,
Et ça plaisait aux femmes évidemment, donc grâce à ces voitures de luxe, il n'a pas eu de problème pour draguer des minettes, puisque donc ses victimes avaient entre 17 et 23 ans, alors que lui en avait plus de 40. Et la première malheureuse victime de Gary Ednick fut une jeune fille noire, donc qui monta à bord de cette voiture. Au début, la soirée s'est passée normalement. Et puis, Ednick n'a pas laissé partir la jeune fille. Il l'a enfermée dans sa cave, dans sa maison de Philadelphie. Il l'a enchaînée, il a commencé à la battre, à la violer. Et puis, très vite, une deuxième jeune fille, Sandy Lindsay, a rejoint la première. Donc, celle-ci, en plus de ça, était simple d'esprit. Donc voilà, elle était débile mentale. Mais ça n'a pas empêché Ednick de la ramener chez lui. Ces deux jeunes filles étaient donc séquestrées dans la cave d'Ednick. Elles étaient enchaînées, elles étaient battues régulièrement. Ednick leur donnait à manger de la nourriture pour chiens, puisque les deux seules créatures qui avaient le droit de se balader librement dans cette cave, c'était les deux chiens de Gary Ednick. Et une troisième victime a fini par rejoindre les deux jeunes filles, puis 4 et enfin 5. Donc c'est 5 personnes au total que Ednick a gardé en esclavage dans sa cave, des esclaves sexuels qui ont subi les pires sévices. Donc comme je vous le disais, Ednick leur donnait à manger de la nourriture pour chiens. Elles étaient battues en permanence, frappées, violées, elles n'avaient aucune intimité et Ednick les encourageait chacune à dénoncer les actions des autres si jamais il y avait des rébellions au sein du petit groupe. Donc voilà, Ednick leur proposait de dénoncer leurs petites copines pour être traitées mieux. Tu m'as dit qu'il avait été militaire, c'est ça ? Voilà, ouais, donc en plus il devait avoir des méthodes comme ça assez... il devait avoir quelques techniques de derrière les fagots. Ouais. Et un jour, à force de subir de mauvais traitements, une de ces 5 jeunes filles meurt, c'est Sandy Lindsay, donc la jeune fille simple d'esprit. Elle meurt tout simplement de malnutrition et puis de mauvais traitements. Alors Ednick, à partir de là, la sort de la cave, lui enlève ses chaînes et commence à la couper à la scie circulaire. Donc il la taille en morceaux. Évidemment, les bruits qui sortent de la cuisine horrifient les 4 jeunes filles qui sont restées dans la cave. Ednick garde les membres de la jeune fille et il les prépare pour les donner à manger aux jeunes survivantes. Il les mélange à de la nourriture pour chiens et il garde les membres en plus dans son réfrigérateur. Et le pire évidemment de cette histoire-là, c'est qu'il conserve la tête de la jeune fille dans une marmite. Et un jour, alors que Deborah Dudley, qui est donc une des victimes les plus rebelles, une de celles qui veut vraiment s'en sortir et qui fait beaucoup de bruit. Donc un jour que Deborah Dudley fait un petit peu plus de bruit que d'habitude, Ednick la chope, l'amène dans la cuisine et lui montre la tête de son ancienne camarade dans la marmite. Sympa, surtout si la marmite il la met pas au frigo. Voilà, parce que oui, il y avait des odeurs de mort dans la cave, c'était assez intolérable. Donc Deborah Dudley à ce moment-là est profondément choquée évidemment. Quand elle revient dans la cave, elle ne dit pas un mot, mais elle est profondément traumatisée. Et Ednick en profite pour aggraver encore son calvaire et commence à l'électrocuter avec des fils dénudés. Et un détail particulièrement sordide, c'est que Ednick avait donc crevé dans sa cave. Non, il n'avait pas crevé, c'est un lapsus, mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé qu'il crève plus tôt. Clair, ouais. Donc il avait creusé dans sa cave un trou d'1,50 m dans lequel il plaçait régulièrement ses victimes. Il refermait ensuite le trou avec des plaques de bois, puis posait des poids par-dessus pour que les jeunes filles ne puissent pas sortir. Et là donc, un jour, il met dans ce trou Jackie Haskins, Lisa Thomas et Deborah Dudley. Et puis il demande à sa préférée, qui s'appelle Josefina Rivera, de remplir le gouffre d'eau, ce qu'elle fait. Alors les trois jeunes filles évidemment supplient leur camarade de souffrance d'arrêter, mais l'autre est obligée évidemment d'obéir à Ednick, donc elle remplit la cuve d'eau, et puis là Ednick fait doucement descendre un fil électrique dénudé à l'intérieur du trou et électrocute les jeunes filles. Alors il y en a une qui survit pas, c'est donc Deborah Dudley. Elle meurt directement. Alors à ce moment-là, Ednick la sort du trou et il ira l'enterrer par contre plus loin cette fois-ci. Il a évité de la mélanger avec la nourriture pour chiens pour nourrir les autres victimes. Il est allé l'enterrer ailleurs et la police la retrouvera plus tard donc. Et Josefina Rivera était la favorite de Ednick parce qu'elle avait réussi à s'attirer sa confiance en lui faisant croire qu'elle était de son côté finalement. Et un jour, elle réussit à le convaincre qu'elle est prête à lui ramener d'autres jeunes filles s'il la laisse sortir. Et donc Ednick était à ce point confiant
envers cette jeune fille, qu'il la laisse partir, et évidemment... Mais Déborah, c'est quand même celle qui a noyé ses camarades. Non, Déborah est morte électrocutée. Okay. C'est Joséphine qui a noyé ses camarades. Okay. Donc Ednick, à partir de là, lui fait confiance. Elle sort, soi-disant pour aller chercher d'autres victimes, mais en réalité, elle s'échappe immédiatement. Elle va prévenir la police, qui est alertée par une fille hystérique au bout du fil. La police se rend sur les lieux, qui étaient soupçonnés parce que le voisinage entendait souvent des bruits de souffrance, des hurlements, des bruits assez étranges. Donc la police avait déjà été inquiétée par cette maison-là, mais quand elle reçoit ce coup de fil, évidemment, ça achève de les convaincre qu'il se passe vraiment quelque chose de bizarre. Donc la police débarque dans cette cave, puis découvre le tableau absolument intolérable. Donc 3 jeunes filles à moitié mortes, enchaînées au fond d'un trou. Alors elles sont libérées, mais à la suite de ce massacre, on dénote quand même 2 mortes et 3 jeunes filles profondément marquées, traumatisées à vie, dont une avec un tympan perforé. Ednick donc lui avait crevé le tympan avec un tournevis. Et ce qui est fou, c'est que, évidemment, juste après son arrestation, Ednick s'est retrouvé devant un tribunal et il a nié en bloc. C'était pas ma cave. Voilà, ça se passait chez moi. Il a nié avoir enlevé ses jeunes filles. Il a nié avoir torturé ces jeunes filles. En fait, sa première démarche, ce fut de dire que les filles étaient déjà là quand il a emménagé dans la maison. Voilà, c'est la première chose qu'il a dite. C'est sûr. C'était dans le bail. Donc ça témoigne. Et moi, je leur ai demandé plusieurs fois de partir. Elle voulait pas bouger. Ça témoigne de la santé mentale de ce garçon. Et donc, évidemment, ça n'a pas pris auprès des juges, qui sont quand même pas dupes à ce point-là. Il a donc été. Si c'était dans le bail, alors pas de problème. Il a donc été accusé de 2 meurtres en 1988. Il a été condamné à mort. En janvier 99, il a essayé de se suicider avec une overdose de thorazine, mais il a survécu et donc il a fini par être exécuté par une injection létale le 6 juillet 1999. Alors il faut aussi préciser que Gary Ednick était le prêtre autoproclamé de sa propre religion. Il avait fondé une sorte de culte dont les 5 adeptes étaient les jeunes victimes. Et voilà, ça achève le tableau de ce triste loin d'être personnage. consentante à mon avis. Mais l'histoire me rappelle énormément pas mal de films d'ailleurs, notamment Bone Collector. Me rappelle énormément le scénario de Bone Collector. Bone Collector et Le Seigneur des Anneaux, puisque Le Seigneur des Anneaux. Le silence des agneaux. Le silence des agneaux, ouais. Voilà. Donc oui, Thomas Harris, l'auteur du Silence des agneaux, s'est inspiré de l'histoire de Ednick pour le personnage de Buffalo Bill, qui est ce serial killer. Le trou là dans la cave. Voilà, qui laisse moisir ses victimes dans un trou dans sa cave. Donc là, effectivement, Harris est directement inspiré de Gary Ednick. Mais le côté comme ça où le tueur forme une espèce de petite communauté, qui en a une un peu plus rebelle que les autres, qui essaie de s'échapper, etc. Je trouve que ça ressemble beaucoup au scénario de Bone Collector. Mais les scénaristes d'Hollywood doivent beaucoup aux véritables tueurs en série, puisqu'on retrouve pas mal de personnages inspirés de la réalité, notamment Ed Gein qui a inspiré les personnages de Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse, et également donc Buffalo Bill du Silence des agneaux, qui est comme une sorte de fusion de différents tueurs en série, puisqu'il met donc des masques et des costumes de peau humaine comme le faisait Ed Gein, et il laisse ses victimes dans un trou comme le faisait Gary Ednick. Donc voilà. Tant qu'à faire, pour faire le perso, il a pris le plus horrible de chacun et il en a fait une symbiose, quoi. Il a pris les pires. Donc voilà comment s'achève l'histoire d'un des criminels les plus cruels. Lui, je le trouve spécialement pervers dans le sens où d'habitude les tueurs en série sont très pervers dans le sens où ils vont torturer leurs victimes, etc. Mais ils vont le faire d'eux-mêmes. Là, en plus, il arrive à monter ses victimes les unes contre les autres, à créer une ambiance comme ça malsaine au sein même de ses propres victimes, quoi. Donc, il est doublement pervers, j'ai envie de dire, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est un personnage particulier dans le panthéon des tueurs en série, puisqu'encore une fois, selon les critères du FBI, ce n'est pas un tueur en série, il a tué que 2 personnes, mais il est clair que s'il n'avait pas été capturé, il en aurait tué davantage. Oui, il n'avait pas l'air d'être parti sur la bonne voie, c'est clair. Voilà, il filait un mauvais coton, comme on dit. Alors, je vais vous raconter la fantastique histoire de Patrick Kearney. Fantastique, je sais pas si c'est l'adjectif. Si, fantastique, carrément, j'ose le dire. Non, elle est assez horrible, même carrément. Alors, Patrick Kearney, c'est un personnage qui est né en 1940, qui a tout simplement pendant les années 70 commis une série de crimes assez atroces et d'ailleurs plus horribles les uns que les autres. Il a été appelé pendant longtemps le tueur de l'autoroute, on pourrait le traduire comme ça en français, The Freeway Killer. Alors il y en a plusieurs comme ça qui ont eu ce pseudonyme.
puisque ça n'a pas été le seul à commettre comme ça des actes délictueux sur l'autoroute. On pense notamment à tous ceux qui ont enlevé des autostoppeuses ou des autostoppeurs, ce genre de choses. Eh bien lui voilà, il avait un petit peu cette approche-là, mais pas seulement. Alors il faut savoir que son enfance a été quand même assez classique. Il a été élevé parmi 2 autres frères, donc ils étaient 3, une fratrie de 3 comme ça. Il a été dans une famille relativement stable, contrairement à beaucoup justement de tueurs en série qui ont un petit peu un passé plus que houleux. Lui, voilà, famille standard, vie à peu près heureuse. La seule chose qui a un petit peu dérapé dans sa vie, c'est quand il est arrivé au collège. Il a été la cible assez prononcée d'insultes, d'injures, etc. Enfin, comme ça arrive quand même à beaucoup d'enfants qui voilà, deviennent un petit peu les boucs émissaires des restes des camarades de leur classe. Donc lui, voilà, c'était un petit peu le bouc émissaire du collège. Et puis voilà, fait étonnant, à l'âge de 10 ans, il déclare à sa maîtresse que en fait, il a un penchant et il est assez attiré par tout ce qui est le fait de tuer des gens. Donc voilà, clairement, il lui dit voilà, moi j'ai une attirance comme ça, je suis fanatique de la mort des gens, etc. Ouais. Donc voilà, comportement bizarre quand même pour un enfant de 10 ans déjà de penser à ce genre de choses. Il dit ça, il dit qu'il est attiré par la mort des gens. Donc ça fait un petit peu tiquer sa maîtresse, mais bon, donc c'est un enfant, il a rien fait non plus de répréhensible, donc voilà, les choses se tassent et passent et il continue ses études. Mais donc sa maîtresse rapportera ça plus tard, et c'est vrai que c'est une déclaration un petit peu étonnante. Alors, il vient du Texas, il a déménagé en Californie. Et c'est là qu'il a commencé donc vraiment à partir un petit peu en vrille. Il s'est marié vraiment brièvement, à chaque fois divorce, etc. Et puis il va commencer à faire sa première victime en 1965, alors qu'il travaillait comme ingénieur, donc quelqu'un de bien placé en plus dans la société, voilà, qui a réussi ses études, etc. Comme la plupart du temps. Bien sûr, en général, les tueurs en série, c'est pas ceux qu'on pense, et c'est justement pas ceux qu'on pourrait identifier comme ça quasiment à coup sûr dans la rue. En général, la personne qui a l'air patibulaire ne l'est pas, et celle qui a l'air très classe et très sûre d'elle, en général aussi peut avoir un revers de la médaille assez sombre. C'est souvent le voisin qui est au-delà de tout soupçon. Exactement. Et là, c'est son cas. Donc première victime en 1965. Alors c'est un jeune homme qui l'enlève. Alors sa grande spécialité, lui, alors au départ ça a été d'enlever des jeunes hommes sur l'autoroute, d'où son surnom, des autostoppeurs. Par la suite, il a décidé de se consacrer uniquement aux jeunes hommes noirs des ghettos. Alors pas du tout par attirance sexuelle, comme il le précisera plus tard, mais donc ça aussi ça fait un petit peu frémir, parce qu'il s'est aperçu tout simplement que quand des jeunes hommes noirs disparaissaient, la police enquêtait à peine. Et donc ça lui a donné une liberté de mouvement quasi totale, puisque personne s'intéressait à ses disparitions. C'est sûrement aussi pour ça que Gary Ethnic a pu enlever 5 jeunes filles noires sans être inquiété, parce qu'effectivement, apparemment, à l'époque, quand on enlevait des noirs, la police n'enquêtait pas plus que ça. Voilà. Donc il divorce, après avoir fait comme ça une petite série d'un ou deux meurtres assez... meurtre classique, si on peut dire, dans le sens où il n'y a pas eu réellement de torture, etc. Il a juste tué ses victimes de façon assez sèche, on va dire. Et puis là, il se met à fréquenter un homme avec qui il va décider de s'installer et vivre. Mais ça se passe pas très bien, ils passent leur temps à se disputer, etc. Et du coup, Patrick Kinney se retrouve en permanence à prendre sa voiture après les disputes en disant mais je pars de la maison, machin, je vais faire un tour en voiture, comme ça arrive souvent dans les couples. Et donc il se retrouvait comme ça souvent assez seul le soir avec sa voiture à déambuler dans les rues. Et c'est là qu'il a commencé à vraiment avoir une activité plus que redondante. Quasiment tous les soirs, il enlevait un jeune homme comme ça qui décidait de tuer. Donc voilà, dans les quartiers black toujours. Alors il avait pas de côté torture perverse comme ont beaucoup de tueurs en série. En général, ses victimes, il les tuait d'un coup d'une balle dans la tête en fait par derrière, sans même les prévenir. Et ensuite il les violait, puisqu'il avait donc il a commencé à avoir un petit penchant de nécrophile par la suite. Donc il préférait violer ses victimes une fois mortes seulement. Et puis la police a fini par s'intéresser à lui, puisque un soir en fait un ami de son petit copain vient à leur domicile
Et puis l'ami de Patrick Kearney n'est pas là. Il lui dit écoute, il n'y a pas de souci, si tu veux l'attendre à la maison, installe-toi, on va regarder la télé, etc. Et puis pendant que le jeune homme est en train de regarder la télé, voilà, il lui tire une balle dans la tête par derrière. Alors là par contre il a été assez loin, puisque donc après l'avoir tué, donc il l'a violé, ça de façon assez classique par rapport à ses autres victimes, mais ensuite après il a découpé, il a mis dans des sacs poubelles pour se débarrasser du corps, etc. Il a balancé tout ça pas loin de chez lui dans une espèce dans l'orée d'un bois en fait. Le seul problème, la seule erreur qu'il a faite là-dedans, c'est que le jeune homme en question avait prévenu des amis à lui qu'il allait rendre visite donc au petit copain de Patrick Kearney. Et donc du coup, ne voyant pas revenir leur ami, les gens ont commencé à s'inquiéter, etc., à parler du fait qu'il avait disparu, alors qu'il leur avait dit qu'il allait dans cette maison. Donc forcément, la police a commencé un petit peu à s'intéresser à lui, à étudier ses faits et gestes, ses allées et venues. Et un soir, en fait, alors qu'il était suivi par la police, il commet une de ses exactions. Donc la police le voit enlever sur la route un jeune homme black. Donc il l'arrête tout simplement en lui demandant ce qu'il était en train de faire, etc. Au début, donc forcément, Patrick Kearney dit il se passe rien, c'est juste voilà quelqu'un que j'ai rencontré. Il essaie de jouer sur le fait que c'était une rencontre comme ça un petit peu à l'improviste. Ensuite, il change de version en disant que le jeune homme il le voyait souvent, mais que c'est parce que en fait c'était un prostitué, etc. Enfin une prostituée aussi d'ailleurs. Donc voilà, il essaie de trouver comme ça plusieurs arguments qui tiennent pas trop la route, surtout que le jeune homme en face dit que lui clairement il se baladait dans la rue, il s'est fait agresser et enlever dans la camionnette. Et puis au bout d'un certain temps, donc Patrick Kearney finit par craquer, par craquer et avouer l'intégralité de ses crimes. Et alors là, il faut savoir quand même que quand il décide de balancer, il balance, et la police était vraiment loin de se douter qu'il y ait autant de victimes, puisqu'au final, il va avouer 21 meurtres. Donc ça fait quand même un nombre plus que conséquent. Donc pareil, il a été condamné à mort, injection létale, etc. Et donc pour un total de 18 meurtres, puisqu'il y en a 3 que lui déclare avoir commis, mais dont on n'a pas retrouvé de preuves, ni les corps, ni plainte de gens, ni quoi que ce soit. Donc au final, il a été condamné pour 18. Enfin, vous allez dire, ça fait... Voilà, une fois qu'on a atteint ces scores-là, c'est limite même plus important. Et voilà, donc Patrick Kearney est mort par injection létale suite à tout ça. Et donc voilà, toutes ces victimes étaient des victimes sexuelles, nécrophiles, vraiment voilà, très très curieux. Eh bien, on a besoin d'une bulle d'oxygène sonore après cette histoire. Juste après le morceau, je vous expliquerai que malgré ce qu'on peut imaginer, le Japon qui est réputé pour être un pays avec un taux de criminalité très bas, eh bien le Japon n'est pas épargné par le phénomène des serial killers, vous verrez ça. Thomas nous a parlé de Patrick Kearney. Et à présent, donc comme je vous l'annonçais avant la pause musicale, je vais briser un petit peu cette vieille idée reçue qui voudrait que les Japonais soient exempts de tueurs en série, vu qu'on a l'impression que le Japon est effectivement une société avec un taux de criminalité exceptionnellement bas, mais évidemment, puisque le Japon est un pays avec une pression sociale extrême, eh bien, il y a des gens qui craquent de manière extrême également, et c'est le cas de Tsutomu Miyazaki. Alors en plus, il a le même nom qu'un des plus grands créateurs de ce pays, donc c'est quand même assez triste. Alors, Tsutomu Miyazaki est un enfant qui est né un petit peu prématurément, et donc du coup, il a eu les mains déformées à cause de ça. Alors, elles étaient déformées de sorte que ses poignets étaient directement soudés à ses bras, sans articulation. Donc du coup, pour bouger la main, il était obligé de bouger le bras de façon complète. Et donc cette déformation ne s'est pas arrangée avec l'âge, il a gardé ça toute sa vie. Alors évidemment, à cause de cette déformité, il était un petit peu mis de côté à l'école élémentaire. Les enfants sont cruels, on le sait, et par conséquent il a eu tendance à se refermer un petit peu sur lui-même et à se consacrer aux études. Mais bien que donc il était un élève brillant, à partir du collège, ses notes ont commencé à descendre de manière assez dramatique. Et au lieu d'étudier l'anglais et de devenir un professeur comme il voulait le faire au départ, il a commencé à étudier la photographie. Voilà. Alors entre 1988 et 1989, Miyazaki a mutilé et tué 4 petites filles âgées de 4 à 7 ans.
Il a ensuite violé les cadavres et mangé des morceaux de la 3e et de la 4e victime. Donc vous voyez, Bien. c'est allé crescendo dans l'horreur ce soir, puisque là vraiment lui il détient la palme. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger. Voilà, alors les crimes ont été qualifiés au Japon des crimes de petites filles. Voilà comment les tabloïds et comment les journaux japonais présentaient ces crimes, les Little Girl Murders. Et donc la petite préfecture de Saitama, où se sont déroulés les crimes, était particulièrement choquée, puisque donc c'était le genre de petite bourgade dans laquelle il ne se passe rien, et encore moins évidemment de meurtres pédonécrophiles. Pendant la journée, comme la plupart des tueurs en série, donc Miyazaki était un jeune homme très courtois, très poli, très élégant, un employé obéissant. Et il a sélectionné les enfants totalement au hasard. En fait, apparemment, il n'y a pas eu de schéma ou de stratégie. Il les a pris au hasard. Mais le pire, et c'est là qu'il se rapproche de Albert Fish, qui est donc un tueur américain dont j'avais parlé la saison précédente et dont Thomas a failli parler ce soir aussi. Là où donc il y a un point commun avec Albert Fish, c'est qu'en plus de tuer des petites filles, Miyazaki se faisait un malin plaisir d'écrire aux familles pour leur décrire donc les affres et les tortures qu'il faisait subir. C'est vraiment. Alors donc il terrorisait les familles de ses victimes. Il leur envoyait des lettres avec donc des fragments de journaux pour que les lettres restent anonymes. Alors il a écrit aux familles de Erika Namba notamment, en envoyant une carte postale sur laquelle il y avait des bouts de magazines coupés qui donc disaient Erika, froid, gorge, mort. Voilà. Histoire de remuer un petit peu le couteau dans la plaie. Et donc il faut se rappeler, il faut garder à l'esprit que dans la journée, ce jeune homme était un employé modèle, calme et discret, et que donc la nuit, il tuait des petites filles, il envoyait des lettres aux familles. Alors, il a laissé le corps de la première victime qui s'appelait Marie Kono, il a laissé ce corps se décomposer dans des collines près de sa maison. Ensuite il a coupé les mains et les pieds, il les a gardés dans un placard et il les a conservés jusqu'à son arrestation d'ailleurs. Et il a jeté les os qui restaient dans son four. Puis ensuite il les a réduits en poudre et il les a envoyés à la famille dans une boîte avec des dents, des photos de ses habits et une carte postale qui disait « Marie, brûlée, os, enquête, preuve ». Donc en plus, il jouait avec la famille, il narguait la famille en expliquant que c'était des preuves potentielles, mais que la police ne l'arrêterait pas. Et en 1989... horrible, mais la famille, ça doit être horrible quoi, de recevoir ça. C'est inimaginable, déjà la souffrance de perdre un enfant mais en et de plus recevoir que l'enfoiré continue à t'envoyer du courrier... C'est assez inimaginable comme souffrance. Et en 1989, Miyazaki donc se fait choper. Alors vous allez voir de quelle manière. Donc il était en train d'essayer de faire rentrer un appareil photo à longue focale dans le vagin d'une jeune fille, une jeune écolière japonaise, et son père, le père de la jeune écolière, a vu la scène, donc il s'est précipité pour attaquer donc Miyazaki. À ce moment-là, Miyazaki évidemment s'est enfui, puis il est retourné au parc plus tard pour récupérer sa voiture, et là il a été arrêté tout de suite. Pour récupérer l'appareil photo. non, pour récupérer la voiture, il a été arrêté tout de suite puisque la police l'attendait. Et là, donc évidemment, la police est allée enquêter chez lui. Ils ont retourné son appartement, son petit studio de 2 pièces. Et là, ils ont trouvé une collection de 5763 vidéos, dont certaines contenaient des animés, donc des dessins animés japonais, des dessins animés porno et des films d'horreur. Donc, au milieu des cassettes dans son appartement, il y avait aussi des photos de ses victimes, quelques vidéos de ses victimes. Et la pièce maîtresse de sa collection, c'était les Guinea Pig, qui sont des films d'horreur japonais amateurs, particulièrement trash et extrême. Donc pour avoir vu l'épisode le plus extrême de la série, qui est Guinea Pig 2, je peux vous dire qu'effectivement c'est assez choquant. Et donc il s'est servi manifestement de ce deuxième film donc pour un des meurtres qu'il a commis sur une petite fille. Il s'est inspiré de ce qu'il a vu dans le film pour torturer une de ses victimes. Alors, les crimes de Miyazaki ont provoqué une sorte de panique morale au Japon contre les otaku. Donc c'est les fans de Japanimation qui passent leur journée enfermés dans leur appart et qui consomment du jeu vidéo et du manga et du dessin animé en boucle.
Et donc, il y a eu comme une sorte d'opprobre jetée sur les otaku, comme à une certaine époque, il y avait eu une opprobre jetée sur les amateurs de jeux de rôle parce qu'il y avait eu un crime perpétré par un déséquilibré. Et donc, évidemment, l'opinion populaire s'en est emparée pour condamner les jeux de rôle, les jeux vidéo aussi, etc. Donc là, c'était les otaku qui étaient montrés du doigt. Et Miyazaki, donc, quand il a été arrêté, il a absolument pas bronché. Il a conservé son comportement calme, discret. Pendant son procès, il avait l'air indifférent totalement. Et en 1989, donc, il a été condamné. Il était considéré comme l'otaku meurtrier. Et après sa condamnation, son père qui a refusé de payer pour sa défense, donc s'est suicidé. Donc c'était une sorte de harakiri, puisque là c'était vraiment un suicide d'honneur. Et aujourd'hui, en 2006, Miyazaki attend toujours son exécution. Voilà. D'accord. Mais c'est bien. Voilà l'histoire de Tsutomu Miyazaki. Par contre, je savais pas qu'il y avait la peine de mort au Japon. Et apparemment, si. Il a été condamné au départ à être pendu. Ouais. Ça, c'était en 90. Donc, je sais pas si aujourd'hui la peine a évolué. A priori, non. Donc, il sera manifestement pendu, Miyazaki. Voilà. Toujours dans Exo 7, tout à coup, oui, c'est un fond musical un petit peu plus joyeux. Voilà. Il vaut mieux pour les insolites. C'est clair. Puisque donc la thématique du soir est terminée. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est bien triste, mais je vous rappelle que vous pouvez écouter toutes les émissions de Rage sur le podcast. Donc rendez-vous sur le site rage.fr, vous cliquez sur podcast et donc vous pouvez tout écouter et réécouter à volonté, télécharger les émissions, graver. Et puis si vous écoutez cette émission en direct, je vous rappelle que la rediffusion aura lieu mardi à 9h10 du matin. Voilà, donc on passe aux infos insolites. La première se déroule à Berlin. C'est un avocat allemand qui espère gagner un petit peu plus de thunes encore que d'habitude en permettant aux gens qui ont été enlevés par des extraterrestres de réclamer tout simplement des dommages et intérêts, absolument. Voilà. Bien sûr. Alors, en fait, il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de plaintes pour enlèvement d'extraterrestres. Voilà, il est parti de ce constat-là et il s'est dit là, il y a comme une lacune judiciaire. Il faut que je fasse quelque chose. Il y a des thunes à gratter. Donc, il s'est dit tout simplement, voilà, je vais proposer à ces gens d'avoir un recours en justice pour obtenir des dommages et intérêts parce qu'il s'est servi d'une loi allemande qui propose aux victimes de kidnapping effectivement de demander de l'argent. Donc on verra comment ça va. La cour de justice se situe sur quelle planète? Il a déterminé ou pas? Parce que pour porter plainte, il faut quand même qu'il y ait des gens en face contre qui porter plainte. Alors justement, faut une juridiction, il faut un truc. Il y a cette loi, donc cette loi allemande qui permet aux victimes de demander des compensations, tout simplement, donc indépendamment de la nature du kidnapping. Apparemment, si tu as été kidnappé, s'il y a des preuves, tu peux demander les compensations. Okay. Donc il va essayer de faire son beurre là-dessus. On verra. En tout cas, moi j'ai hâte de voir le premier procès. On vous en reparlera dans Exo 7. Il vaut mieux chercher rapidement les preuves. C'est clair. Alors ensuite, on fait un détour par Chicago avec une histoire assez triste et ironique. Donc c'est un acteur qui s'appelle Gene Jensen. C'est un acteur très réputé dans le théâtre à Chicago. Il avait des décennies d'expérience de jeu derrière lui et donc il s'est effondré durant une représentation le 4 octobre. Donc la pièce s'appelait The Best Man, c'est une pièce de Gore Vidal et il était sur scène, il a commencé à prendre sa tête entre ses mains. Alors là évidemment ses partenaires lui ont demandé si ça allait, il a dit que ça n'allait pas du tout, ils l'ont immédiatement emmené à l'hôpital. Il est mort quelques heures après, il a eu en fait une attaque cardiaque tout simplement, mais l'ironie dans cette affaire, c'est que donc monsieur Janssen, qui est donc mort au bout de 25 minutes de pièce, jouait un ancien président des États-Unis dans cette pièce-là, qui meurt au milieu de la pièce. Il aurait pu faire son rôle jusqu'à la fin quand même. Voilà, il a abusé. C'est quand même assez hallucinant l'ironie de cette histoire. Donc nous avons donc un acteur qui meurt alors même qu'il est censé jouer un personnage qui meurt au milieu de la pièce. Ça, c'est du vrai acteur, ça. Alors c'est vrai qu'on peut gloser sur la performance de Robert De Niro qui prend des kilos pour être réellement gros, mais là je pense qu'un nouveau standard vient d'exploser avec Gene Janssen qui pour jouer la mort meurt. Non, mais je pense qu'il faut oser. Il a placé la barre très très haut. Il faudra faire plus fort que ça la prochaine fois, les gars. Voilà, on fait un détour par le Texas. Avec une histoire encore assez triste, je dois le dire. On peut parler de malchance suprême,
je pense qu'on peut le dire, et ça colle assez avec le vendredi 13. Donc vous allez voir, il s'agit d'une bêtise commise par un jeune adolescent, et c'est la bêtise référence à partir de maintenant. C'est-à-dire que vous, jeunes auditeurs qui nous écoutez, tu vas loin aussi. Voilà, vous pourrez faire les pires conneries à partir de maintenant. Vous aurez celle-là qui sera le standard de la connerie. Donc ce soir, on a établi le standard du meilleur acteur, et le standard de la plus grosse bêtise. Alors je préfère dire tout de suite que ce n'est pas rigolo, hein, vous allez voir. Donc c'est une mère de famille, qui sortait de chez le dentiste. Hein, ça se passe au Texas donc. Et puis là, elle demande à ses 2 fils, respectivement de 12 et 17 ans, d'aller chercher le van familial pour éviter de se mouiller parce qu'il pleuvait. Donc les 2 enfants y vont, et puis là, tout à coup, la mère s'aperçoit qu'à la place de l'adolescent de 17 ans, c'est celui de 12 ans qui est derrière le volant. Alors là, évidemment, la mère se met à paniquer. Elle commence à faire des signes des bras. Et puis là, donc, les autorités ont spéculé que probablement le jeune garçon a paniqué, et au lieu d'appuyer sur le frein, il a appuyé sur l'accélérateur, et donc la voiture a propulsé la mère contre la vitrine du dentiste. Et puis la mère est décédée, hein, voilà, je pense qu'il vaut mieux le lâcher tout de suite, hein, voilà ce qui s'est passé. Et en plus de ça, deux personnes du cabinet de dentiste ont été très sévèrement blessées. Donc voilà, elles ont été hospitalisées. Bon, leurs jours ne sont pas en danger manifestement, mais elles ont quand même morflé et la mère est morte. Donc imaginez la détresse ultime, la connerie ultime du gamin qui se trompe de pédale et qui tue sa mère. La connerie de la mère de donner à des enfants qui n'ont pas le permis de conduire le droit de conduire la voiture. 2, le gamin de 17 ans qui dit à son petit frère de 12 ans, vas-y conduis à 17 ans. Deuxième connerie. Et l'autre, le gamin de 12 ans qui est pas capable d'appuyer sur le frein à la place de l'accélérateur. Et quatrième connerie, c'était devant la mère en plus, quoi. Ça aurait pu être contre un arbre. Et 5e connerie, la mère aurait dû se brosser les dents beaucoup plus tôt. C'est clair. C'est fort possible. Mais en plus, chez le dentiste. Mais en plus, comment ça se fait qu'elle peut pas éviter le véhicule? Ça, c'est un truc, ça me tue quand même. Mais je sais tu pas, vois une voiture foncer dessus avec un gamin de 12 ans derrière le volant, je te jure que moi je fais un écart de 500 mètres. Manifestement, le van était très près. Et puis je sais pas, elle est peut-être restée sur place comme ça peut arriver parfois. Tu peux rester tétanisé devant une situation, tu sais plus quoi faire. Et donc, elle s'est fait propulser dans cette vitrine. Tu freineras avant moi, tu vas craquer. Voilà, paix à son âme. Et donc ton chemin, petit. Ce jeune garçon texan, eh bien, a réussi à remporter très clairement la palme de la connerie de tous les temps. Ah oui, non, effectivement, je pense qu'il tape pas assez fort, lui. Ouais. On continue avec une jeune femme qui a voulu vendre sur eBay, tenez-vous bien, donc vous savez que sur eBay on vend tout et n'importe quoi. Et là, elle a essayé de vendre un squelette humain momifié, tout simplement. Donc c'est une jeune femme qui vit dans le Michigan. Elle est allée sur eBay et elle a mis en vente son squelette avec des restes humains momifiés. Alors la police a eu vent de cette affaire, ils se sont rendus chez elle. Alors la jeune femme s'appelle Lynn Sterling, elle a 45 ans et la police a immédiatement confisqué les restes humains qui étaient en possession de cette femme, donc qui était dans son appartement, tout simplement, voilà. Et elle a expliqué qu'elle avait récupéré ce squelette par un ami qui travaille dans la démolition, qui avait trouvé donc le squelette en question dans les décombres d'une école de Détroit qu'il avait contribué à détruire. Et donc, il y a une trentaine d'années de ça déjà. Non, ouais, tu mets n'importe quoi. Et donc voilà. Alors la porte-parole d'eBay, qui s'appelle Catherine England, a dit que évidemment la vente aux enchères avait été retirée mercredi parce que elle enfreignait une des règles de eBay concernant l'interdiction de vendre des cadavres. Voilà, en fait, voilà, le truc c'est que on n'a pas le droit sur eBay de vendre des organes humains. Hein, et c'est pour ça d'ailleurs que il y avait un jeune garçon qui avait essayé de vendre un rein pour se faire un peu d'argent de poche. Finalement, eBay n'avait pas accepté. Et donc eBay accepte en revanche donc la vente de squelettes, mais pour usage médical seulement, et pas de restes momifiés, surtout pas. Donc il faut quand même noter que cette curiosité a attiré au moins une enchère. Donc c'est celle d'un dénommé Satan's Child, donc le fils de Satan, qui a enchéri pour $500. Voilà donc, le nom. Donc voilà. Encore quelqu'un de bien tranquille. Mais qu'est-ce qu'elle a foutu pendant 30 ans d'un cadavre? Ça sert à quoi de garder un cadavre alors c'était son ami peut-être, qu'il avait depuis 30 ans et qui lui a donné... Mais non, enfin peu importe que ce soit elle ou son ami. Le gars, il déterre un cadavre, il dit « Oh tiens, je vais l'emporter à la maison ce soir, je vais le garder, tranquille. » Je vais te révéler le secret. C'est pas ce qui peut se passer, il y a des gens qui conservent tout ce qu'ils trouvent, donc... je l'ai trouvé, c'est à moi. Y compris les squelettes. Alors, on fait un détour par la Belgique. Bah alors. Voilà, ça se passe dans un fast-food que je ne nommerai pas, mais bon, c'est le plus connu. Et donc voilà, nous avons un jeune homme qui s'appelle Marco
Para Martinez, il a 23 ans, ce jeune homme, il a commandé son menu tranquillement au drive du restaurant en question, et puis là il s'est aperçu que dans le sac en carton qui contenait son menu, il y avait, non c'est pas gore, hein, vous allez voir, là c'est plutôt son jour de chance, il y avait 15 000 €. Ah oui. Voilà. Ok. Alors c'est vrai que parfois quand on va dans ce type de restaurant, on a de la chance, on a une frite plus grande que ce qu'on avait imaginé. Ouais, on a plutôt souvent de la malchance, on se retrouve j'ai avec... une potatoes. C'est vrai, mais on là... se retrouve souvent avec un truc qui manque plutôt, ouais. Et bien là, donc il s'agissait de 15 000 € en bonus, hein, je dirais. Sympa. Alors donc Marco a expliqué qu'il avait hésité un petit moment quand même, il s'est demandé s'il devait garder l'argent ou pas. Mais il a admis que ses parents lui avaient enseigné qu'il fallait rester honnête quelles que soient les circonstances. Donc il a ramené l'argent. Puis il est belge, hein. Il est belge aussi. Non, c'est très bien. Là, vraiment, Non, pour moi, le coup, Bravo. bravo Marco, bravo les Belges. J'aurais fait pareil. Enfin, j'aurais ramené 10 000. Quoi. Bravo. Et Il y avait 30 €. alors, vous allez voir que le J'ai restaurant, trouvé ça dans le sac. le restaurant qui souffre d'une mauvaise réputation, vous le savez, a été réglo sur ce coup, puisque... Ils ont fait un menu. Ouais. Ils vont partir Allez, avec. gratuit à vie, tu peux prendre autant de frites que tu veux. Elle est une grande frite. Non, en fait, ils lui ont promis une récompense pour son honnêteté. Et alors, J'espère qu'il aura tous les cadeaux de la semaine du Happy Meal. Ah oui, j'espère. Minimum. Attention, t'es en train de dire des Ah marques. oui, c'est Alors, vrai, remarque. Ils lui ont expliqué que C'est vrai. tout simplement la recette du jour, hein, carrément, la recette du jour avait été posée par erreur dans son petit panier. Mais du coup, ils ont révélé la combine. Comment ils sortaient la recette. Ils les sortaient dans un sac en carton, en papier, quoi. Ouais, c'est probablement Manifestement. Alors, par contre, on ne sait pas qui est l'employé qui a fait ça, mais ça sera sûrement pas l'employé du mois. Voilà. Mais il est en train de pointer, là. Alors, on continue à Hanoï. Alors, vous allez voir, c'est assez surprenant. C'est une condamnée à mort, une jeune femme condamnée à mort, qui était confinée dans un enfermement totalement solitaire au Vietnam, dans une cellule, pendant quasiment une année. Et donc, cette femme est enceinte. Voilà, tout simplement. Elle est enceinte depuis le mois de septembre. Donc, faites le calcul, ça fait pas 9 mois, hein, puisqu'elle est enfermée depuis un an. Et elle demande à être libérée exceptionnellement pour accoucher, avant d'être remis en cellule, j'imagine. Alors, il y a eu des tests faits, comme je vous le disais, sur elle au mois de septembre, qui ont confirmé qu'elle était enceinte. Hein. Elle s'appelle Nguyen Thi Huan, elle est trafiquante d'héroïne. Elle a 39 ans et elle était enceinte de 11 semaines. Donc, je vous rappelle qu'elle était en prison depuis un an. 11 semaines, ça fait pas un an. Possible, c'est un gardien de la prison. Alors, le rapport explique que c'était la première fois qu'une condamnée à mort était enceinte au Vietnam. Hein, ils n'ont jamais vu ça. Et la police est en train d'enquêter pour savoir comment c'est possible. Ils comprennent pas. C'est Dieu. Alors, le mari de Ohan, eh bien, il était en train de servir une peine dans une autre prison qui est dans une autre province. Donc, C'est pas moi. Donc voilà. Et donc Ohan, eh bien, elle sera vraisemblablement exécutée par un peloton d'exécution cette année, hein, puisqu'elle a perdu en appel. Et elle avait plus de 63 000 $ d'héroïne en sa possession. Mais il faut savoir que le trafic d'héroïne est très sévèrement puni au Vietnam, puisque si vous êtes en possession de 600 grammes minimum d'héroïne, Ouais. vous êtes passible de la peine de mort. Voilà, donc ça rigole pas du tout. Voilà, donc on sait. Alors clairement, oui, c'est un gardien, quoi. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Ça peut être qu'un gardien qui Le s'introduit. fils dans de un- Dieu. Une copine. Mais alors ce qui est oui. Mais alors ce qui est bizarre, c'est Peut-être. qu'elle l'a pas dit. Elle a pas lâché le morceau. Donc peut-être qu'elle a peur. Elle se dit si je le dis, il va me massacrer, il va me torturer. Donc C'est ce que je me dis, c'est que vu qu'elle est enfermée, tout ça, il y a quand même plus de chances effectivement qu'elle soit violée par un gars, par un des gardiens. Voilà. Ou Ça, alors, il va y avoir un phénomène comme il y a eu au Népal avec le jeune Bouddha, et tout à coup, il va y avoir des gens qui vont la considérer comme la nouvelle Marie. Ouais. Voilà, on verra Mais ça. là, dans la en semaine fait, à Nouvelle venir. Marie toxicomane. Est-ce qu'il se passe est-ce que c'est possible qu'elle soit exécutée avant d'accoucher? Ah oui, je crois qu'ils n'ont pas tellement de race à ce niveau-là. Hein. Oh, on non, sait pas non, trop. non, hein. arrête, Mais attends, elle Là, a il tue un demandé. innocent, là. Elle a demandé Ah un non, non, sursis mais pour attends, pouvoir attends. accoucher. Ça, je suis sûr que non, c'est pas possible parce que c'est un pays qui est quand même assez religieux, etc. Au Vietnam, mais ils vont le manger le bébé. Pas de race. Non, mais on sait pas. Ça mais- n'engage que toi, Patrick. Non, oui, je retire ça auprès de la communauté vietnamienne parce que sinon, la prochaine fois que j'irai manger dans un de ces restaurants, peut-être qu'ils mettront des trucs pas très catholiques dans mon assiette. Donc, Moi, voilà, je vais plus manger dans les restos vietnamiens. je Je dis pas que j'ai respecte. une recette, moi. Donc je respecte bien évidemment cette communauté, mais donc effectivement, on ne sait pas si elle va bénéficier d'un sursis ou non. On saura plus tard.
Voilà. Alors, à Londres, si, on passe à Londres tout de suite. Alors, des scientifiques. Enfoiré de londonien. À Londres, des scientifiques ont découvert une nouvelle espèce. Alors, vous allez voir, c'est fou. Donc, ça s'est pas passé à Londres en réalité. C'est des scientifiques anglais, oui, certes, mais ils ont découvert une nouvelle espèce à Chypre, une nouvelle espèce de souris. Alors, il y a quelques temps de ça, dans la précédente saison d'Exo7, je vous avais parlé d'une nouvelle espèce de mammifère qui avait été trouvée dans la jungle de Bornéo. Donc, c'est rarissime de continuer à trouver des mammifères de nos jours. On a tendance à penser que tous les animaux ont été découverts. Mais là, c'est encore plus fou, puisque ce n'est pas dans une forêt vierge, c'est bien en Europe que cette nouvelle espèce a été trouvée, à Chypre. Une nouvelle espèce de souris. Alors, c'est une souris avec une grosse tête, des grosses oreilles, des grosses dents, encore plus que nos souris à nous. Et donc, elle vit dans les montagnes de Chypre. Et elle a survécu à l'arrivée de l'être humain à Chypre. Et donc, elle est considérée comme un fossile vivant, cette souris-là. Elle aurait dû être exterminée normalement. Et donc, les experts disent que c'est. Apparemment, elle est discrète, hein, puisqu'il la découvre que maintenant. Ouais, mais c'est une souris en même temps. Et puis, c'est vrai qu'au premier coup d'œil, on n'a pas l'impression qu'elle est différente d'une souris normale. Tiens, elle a des drôles de dents, elle. Faut l'arrêter. Alors voilà, Elle a une grosse tête. Comme je vous le disais, les nouveaux mammifères sont généralement découverts dans des zones de biodiversité intenses, comme en Asie du Sud-Est, par exemple. Et en Europe, on était sûr qu'on avait tout trouvé là. Et puis, non, en fait, non, il restait une petite souris. Il y en a peut-être d'autres encore, on verra ça. Et les scientifiques sont donc tout excités, évidemment. Il leur en faut peu quand même. À Madrid, vous allez voir, c'est assez énorme. Une jeune femme a mis en scène le kidnapping de son fils à 4 reprises pour faire payer une rançon à son mari d'1 million d'euros. Donc, c'est quand même assez au total fou. ou à chaque fois? Alors, je crois au total, normalement. D'accord. Alors, la police de cette ville, donc, qui est Séville, hein, la ville en question, a arrêté la femme et ses 5 complices, y compris le jeune garçon de 15 ans, le garçon en question, soi-disant anglais, qui a coopéré, évidemment. Et il a appelé son père. Alors, le pire, c'est qu'il a appelé son père en disant oui, écoute, il faut payer, sinon ils vont me tuer. Voilà. Alors, le père a payé 3 rançons après ces 3 faux enlèvements, et puis il a commencé à avoir la puce à l'oreille quand même, parce que bon. Et il faut dire qu'il était. Statistiquement, ouais, beaucoup enlevé, mon ça fils. fait beaucoup. Alors, Tu peux pas faire attention en sortant de l'école. Alors il faut dire qu'il était divorcé, hein, et puis là il a commencé à suspecter sa femme. Il a engagé un détective privé qui n'a pas tardé à découvrir que c'était un coup monté, mais 4 rançons comme ça successives, c'est quand même assez énorme, surtout qu'il a payé. Donc voilà. Et quel enfoiré le fils. Faut vraiment être un enfoiré. Enfin, oui, tout à fait. Alors on finit avec un conseil tourisme pour le week-end. Alors, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, si vous avez envie d'aller respirer l'air londonien, chers amis, eh bien écoutez, je vous conseille le musée Hunter. Le musée Hunter de Londres, qui est donc à déconseiller aux cardiaques, selon l'annonce de Reuters, puisqu'elle propose une exposition permanente de curiosités médicales, telles que le squelette d'un géant irlandais, un testicule humain cancéreux, ou encore le tibia malade d'un lion autrefois pensionnaire du zoo. Alors le musée tient son nom de John Hunter, qui était un chirurgien du XVIIIe siècle, qui s'est notamment illustré en mettant au point de nouvelles techniques chirurgicales. Voilà. Alors dès l'entrée du musée, il y a une succession de bocaux qui contiennent à peu près de tout, du fœtus humain au larynx de canard. Voilà. Alors plus de 55 000 personnes ont vu l'expo. Depuis qu'elle a été réaménagée l'année dernière, il y a l'urètre d'une hyène, le côlon d'un phoque, les ovaires d'une tortue, etc. J'en passe et les meilleurs. Alors rien n'a échappé à la curiosité de Hunter, qui était féru d'anatomie, et à sa mort en 1793, la collection a été considérée si importante que le gouvernement l'a achetée pour le Royal College. Voilà, donc si vous ne savez pas quoi foutre à Londres, eh bien, allez voir des côlons de phoque, chers amis. Cette émission se termine, voilà, sur cette note d'anatomie. On se retrouve la semaine prochaine, juste après la suite de nos programmes sur Rage. Restez avec nous, bye bye. Salut. Le bizarre.